la deuxième édition du forum Femmes et Challenge. Nous accueillons aujourd'hui deux de nos partenaires, l'École de Management de Normandie et Didactique. Tout d'abord, Marielle Lassara de l'École de Management de Normandie. Peux-tu nous présenter en quelques mots l'École de Management ? L'École de Management de Normandie, aujourd'hui, c'est plus de 5000 étudiants. C'est un réseau de plus de 20 000 diplômés, implantés en France et à l'international. Nous faisons partie du top 3 des écoles post-bac, des écoles de management post-bac. Et nous avons une forte dimension internationale, puisque nous avons nos doubles accréditations ACSB et EQUIS. Au-delà du programme d'excellence que nous proposons à tous nos étudiants, nous proposons également un important programme de formation continue à destination des cadres. Ce sont des formations qui peuvent être à la fois certifiantes, qualifiantes et diplômantes. Cette année, nous allons fêter nos 150 ans. Nous faisons partie des plus vieilles écoles de commerce françaises. Joyeux anniversaire. Merci. Sans transition maintenant, Frédéric Viguier pour Didactique. Frédéric, tu peux nous présenter en quelques mots Didactique ? Tout à fait. Didactique est une très belle entreprise havraise qui a été créée il y a plus de 50 ans. Nous sommes un acteur du monde de la santé et nous concevons, nous fabriquons et nous distribuons des dispositifs médicaux à usage unique, donc des produits qui sont utilisés au quotidien par les soignants, que ce soit dans les hôpitaux, dans les cliniques ou bien à domicile. Alors nous sommes positionnés autour de deux axes. Tout d'abord, la gestion des risques infectieux, mais aussi la prise en compte des patients dépendants et alités. Alors nous sommes aujourd'hui 75 personnes sur deux sites, un premier en Normandie et un deuxième site en Haute-Loire, près du Puy-en-Velay, où nous fabriquons des produits de soins de bouche, donc un site de fabrication dont nous sommes très fiers. Nous sommes bien évidemment très présents en France, mais aussi présents depuis cette année dans une quarantaine de pays et nous accélérons notre développement à l'international. Donc vous avez choisi tous deux, en tous les cas l'École de Management de Normandie et Didactique, de soutenir le réseau Femmes et Challenge, et nous vous en remercions. Pourquoi ? En deux mots. En deux mots, pour la deuxième année consécutive, ça nous semblait important d'être encore présent, car pour l'EM Normandie, l'entrepreneuriat est fondamental. Nous accompagnons chaque année plus d'une trentaine d'étudiants dans leurs projets de création. Et cette année, pour développer leur appétence à la création, nous avons décidé de lancer un projet auprès de 680 étudiants de première année de notre programme post-bac, qui vont plancher en fait pendant 12 semaines sur un projet de création d'entreprise. Super projet. Très sympa. Merci. Frédéric, pourquoi avoir choisi de soutenir le réseau Femmes et Challenge ? Pour une entreprise comme Didactique, très ancrée sur son territoire normand depuis plus de 50 ans, il nous semblait légitime et cohérent d'accompagner ce type d'initiative qui a pour vocation d'abord à développer l'entrepreneuriat au féminin et puis au final de développer l'emploi et de développer l'économie sur notre territoire. Donc ça nous semblait tout à fait cohérent. Ensuite, ce type de réseau a pour vocation à favoriser les échanges et ça nous semble essentiel aussi pour développer l'entrepreneuriat. Et puis enfin, nous partageons une valeur commune avec le réseau Femmes et Challenge qui est l'audace. Et donc là aussi, c'était tout à fait évident. Eh bien, pour rebondir sur l'audace, nous allons passer maintenant au regard croisé sur le révéler son ambition. Et je crois que Marielle, tu as des invités de choix. Je te laisse à toi. Merci Karine. Un grand merci à toutes et tous pour votre participation au Regard Croisé, organisé dans le cadre de Femmes et Challenge, sur la thématique « Révélez votre ambition ». En tant que membre fondatrice de Femmes et Challenge, j'ai le grand plaisir d'accueillir aujourd'hui 3 personnalités très différentes qui vont, à travers leurs témoignages, nous inviter à réfléchir sur notre posture, sur notre ambition, sur nos défis, sur nos difficultés, sur nos envies. Enfin, on va pouvoir balayer un grand nombre, effectivement, de sujets. Avant de présenter mes 3 témoins du jour, ce que je vous propose, c'est vraiment je tenais sincèrement à remercier également tous nos partenaires qui se sont associés au forum Femmes et Challenge et sans qui, effectivement, cet événement n'aurait pas pu se dérouler. Le premier témoin que je voudrais vous présenter, c'est Maude Cerclé-Fraval. Maude, tu es lieutenante, colonel, tu es titulaire d'un master en droit international et en défense européenne. Tu as réussi brillamment le concours de l'école de guerre et aujourd'hui,
aujourd'hui, tu es affectée à la mission de la sécurité du quotidien au ministère de la Défense, de l'Intérieur, pardon. Tu bénéficies d'une très grande expérience au sein de la gendarmerie, où tu as occupé plusieurs postes de commandement. Hein, je crois qu'à Dreux, tu avais 25 hommes, et à Châteaudun, tu gérais une équipe de plus de 105 hommes et femmes. J'ai cru comprendre aussi que quelquefois tu es intervenu sur des missions qui quelquefois étaient peut-être un peu compliquées, quand on doit poursuivre un forcené, quand des balles sont tirées d'un peu partout. Donc j'imagine effectivement que tu as quand même des missions extrêmement passionnantes, mais extrêmement organisées et sûrement parfois un peu compliquées. Tu es passionné de voile. D'ailleurs, je crois que tu as participé une fois au Tour de France à la voile. Et ça me semblait important, pour démarrer, que tu puisses nous dire, tu évolues quand même dans un milieu très masculin. Et comment est-ce que tu réussis à te positionner? Comment tu réussis? Est-ce que quelquefois tu rencontres un peu un plafond de verre? Tout d'abord, Marielle, permets-moi de remercier Femmes et Challenge de son invitation à ce forum, de m'offrir une parenthèse dans le tumulte des missions d'une officière de gendarmerie pour réfléchir sur le concept de l'ambition. Ce sujet, comme on en avait parlé, me semblait assez difficile à appréhender parce qu'il peut être vu comme très péjoratif, négatif. L'ambition, on en parle assez difficilement parce que une femme ambitieuse, une officière de gendarmerie ambitieuse, peut être vue comme une personne qui va écraser les autres pour pouvoir accéder au poste qui l'intéresse. Je pense néanmoins que l'ambition, elle peut être saine si on a une vision pour son institution. Je dis ça aujourd'hui et je reviens sur sa question initiale qui est comment on évolue dans un milieu très masculin. En gendarmerie, il n'y a que 20% de personnel féminin et l'arrivée des femmes en gendarmerie ne date qu'il y a de 40 ans tout de même, mais ça évolue au fur et à mesure. J'ai évidemment rencontré des difficultés, surtout en début de parcours, parce qu'on s'interroge sur la façon dont on doit commander pour être légitime. Et c'est la plus grosse difficulté, c'est celle de la légitimité, de savoir comment je peux, dans mon commandement, être reconnue pour mes qualités intrinsèques et comment les hommes doivent dépasser le fait de voir face à eux une femme et non pas un officier, ou plutôt un officier, non pas une femme. Je crois qu'avec l'expérience, j'ai appris à dire ce que j'acceptais, ce que je n'acceptais pas. Et de refuser les blagues sexistes, de refuser les situations gênantes. Et je crois aussi que certaines autres femmes, d'autres modèles, m'ont aidé justement à trouver ce bon positionnement. Combien de femmes ont réussi le concours de l'école de guerre? Parce que je crois que c'est un concours quand même extrêmement difficile. Alors, le concours de l'école de guerre est un concours que l'on passe après une première partie de carrière plutôt opérationnelle. Donc, comme tu le disais, j'ai commandé un peloton d'intervention, une compagnie de gendarmerie départementale. Et pour accéder au poste à haute responsabilité, effectivement, on passe ce concours de l'école de guerre. Parce que les premières officiers sont arrivés en 1983, elles n'ont pu accéder, lorsqu'elles ont acquis les critères permettant d'accéder à ce concours, elles n'ont pu accéder que au début des années 2000. Et je crois que, sans me tromper, aujourd'hui, on doit être peut-être une vingtaine d'officières brevetées. Ah ouais. Ouais, tu fais partie de la 27e promotion, je crois. Exactement, l'année dernière. Merci beaucoup, Maude. La deuxième personne que je souhaiterais vous présenter, c'est Christine Rioux. Merci, Christine, pour ta participation aussi ce matin. Tu es présidente du directoire du groupe familial Rioux Glace. Rioux Glace est un groupe spécialisé dans la production et la transformation de verre plat. C'est bien ça? Tu baignes depuis ton plus jeune âge dans l'entrepreneuriat familial, puisque ce sont tes parents qui ont créé cette société il y a 41 ans. Et d'ailleurs, tu me disais qu'ils avaient créé à l'époque sans aucun moyen financier. Tu fais donc partie, tu incarnes et tu fais partie de la deuxième génération
de dirigeants et tu es en train d'écrire en fait une nouvelle page et qui est toujours très articulée autour des mêmes valeurs qui sont un esprit familial fort, une grande qualité et un vrai savoir-faire que tu souhaites continuer à développer. Avant de rejoindre l'entreprise familiale, en 2011, je crois que tu as travaillé dans un groupe américain, la société Lincoln Electric, où là, tu as travaillé plus au sein du service de la direction industrielle. Et tu me disais être passionné à la fois par les affaires, mais aussi par le management. Et j'ai cru comprendre effectivement que tu étais vraiment reconnu par tes équipes pour ta vraie authenticité, pour des vraies qualités humaines et une vraie envie de les faire grandir aussi. Et tu as aussi un très grand souci de la réussite, de tes contacts auprès de tes clients. La première question que je souhaitais te poser, c'est est-ce que parfois ce n'est pas un vrai défi finalement de faire partie de la deuxième génération? Et quel est-il et finalement, comment ça se passe? Avant tout, Marielle, je voudrais remercier l'ensemble de l'équipe de Femmes & Challenge de m'avoir invitée aujourd'hui. Je vous remercie pour votre confiance, de me donner la parole, de me mettre en valeur et de mettre Rio Glass en valeur aujourd'hui. Alors effectivement, reprendre l'entreprise familiale, c'est un vrai défi pour la deuxième génération comme pour d'autres générations qui seront à venir et pour bon nombre d'entreprises familiales aujourd'hui. Alors il y a un défi de passer après les fondateurs. On parlait tout à l'heure d'être une femme. Je dirais que dans mon cas, je trouve que c'est plutôt une chance parce que voilà, l'entreprise est issue d'un couple fondateur, mais mon papa était le président de l'entreprise. Donc je ne serai jamais mon papa. Donc effectivement, parfois on m'a dit il faudrait plus comme votre père, plus comme ça. Alors, je dis je suis une femme, donc je ne serai jamais comme mon père. Et ça, plutôt pour moi, c'était une force. Moi, ce qui me paraît plus difficile, finalement, c'est la légitimité également, comme le mot de le citer, mais plus pour être reconnue pour mes qualités, pour mes compétences, parce que je suis la fille du couple fondateur, finalement. Plus que le fait d'être une femme. D'accord, très bien. Et tu me disais aussi, c'est important de préparer la troisième génération. Et comment tu accompagnes éventuellement cette préparation? Alors pour moi, c'est important effectivement de les préparer parce que, tout du moins, de créer l'attachement à cette histoire industrielle. Ils seront peut-être jamais opérationnels, ils seront certainement actionnaires. Et si on veut que ça se passe bien dans la gestion au quotidien, dans la gestion dans les coups durs, il faut qu'ils aient un attachement, il faut qu'ils soient fédérés autour des valeurs et de l'entreprise. Donc je mets beaucoup d'énergie effectivement à stimuler la troisième génération. Aujourd'hui, ils ont entre 20 et 11 ans. Donc tous les ans, on organise quelque chose pour eux. La première année, on est allé visiter un site, on est allé visiter un client. Ils ont vu toute la chaîne de valeur. Cette année, on a organisé un séminaire sur la gouvernance où ils ont été pris en charge sans nous. Et là, quelqu'un leur a expliqué ce que c'était une gouvernance, ce que c'était d'être actionnaire, parce qu'on n'apprend pas à être actionnaire à l'école. On n'apprend pas à être actionnaire dans la vie de tous les jours. Donc, ça demande un petit peu d'explication et de pédagogie. Donc, pour moi, leur parler de l'entreprise dès leur plus jeune âge, c'est finalement créer un attachement. Et ma volonté également est qu'ils entendent parler de l'entreprise par d'autres personnes que nous, la famille. Parce qu'on ramène à la maison que notre angle de vue. Et parfois, ça peut être du positif comme du négatif. Alors que, effectivement, dans l'entreprise, il se passe plein de choses. Il y a effectivement beaucoup de parties prenantes. Donc, leur donner accès à l'ensemble de ces témoignages, pour moi, c'est important, oui. C'est très intéressant, ça, effectivement. Merci beaucoup, Christine. La troisième personne, notre troisième personne que nous avons aujourd'hui également, c'est Carole Juge. Carole, tu as 37 ans. Tu es la présidente fondatrice de June, que tu as créée il y a 3 ans. Initialement, tu développais uniquement des couches et des soins pour bébés 100% naturels. Et
ces derniers mois, tu as eu une demande des parents qui souhaitaient également que tu puisses proposer pour les femmes des produits d'hygiène et de cosmétiques aussi 100% naturels. Tu as élargi donc ta gamme. Je voulais te féliciter parce que j'ai vu que tu avais remporté lundi dernier le BFM Award de l'engagement. Et félicitations, parce que c'est une belle reconnaissance. Et c'est une belle reconnaissance qui est bien méritée, parce qu'avec June, en fait, tu joues la carte de la transparence et de la traçabilité totale de tous tes produits. Et effectivement, tous tes clients ont bien conscience que dans tous les produits que tu distribues, il n'y a pas de parabènes, pas de chlore, pas de perturbateurs endocriniens et pas d'autres produits toxiques. C'est vraiment, j'ai compris que c'était vraiment la caractéristique en fait de June. Alors tu as un parcours qui est un peu incroyable et limite atypique. À 20 ans, tu pars aux États-Unis, tu obtiens un master et tu rédiges une thèse sur la littérature américaine. À ton retour en France, tu enseignes assez naturellement à la Sorbonne et je crois même que tu prends la gestion d'un département. Tu écris un premier roman intitulé « Une ombre chacun ». Tu deviens comédienne, tu montes sur les planches et tu joues même dans des films. Et je crois que tu as même été actrice dans le film Taken 3. Et en 2014, après ce parcours très diversifié, en 2014, tu décides de créer ta première start-up, Mommyville, qui était une start-up qui permettait de mettre en relation, un réseau social qui mettait en relation les futures et les jeunes mamans. Et malheureusement, tu fermes 18 mois plus tard. Et quelques mois après, c'est là où tu développes, tu lances June, qui connaît un développement fulgurant. Tu adores lire, écrire et puis faire du sport. Donc, tu as quand même un agenda, j'imagine, assez bien structuré, j'imagine. Hein. Alors, la première question que je voulais te poser, a priori, tu ne te prédestinais pas à l'entrepreneuriat et au lancement d'une start-up. Qu'est-ce qui a été le déclencheur ? Déjà, merci à tous de me recevoir aujourd'hui. C'est vrai que déjà, nous, on fait des produits pour la femme depuis presque 2 ans maintenant. Ça fait pas quelques mois, ça fait vraiment un moment puisque la demande a été très forte en fait, très très. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je saurais pas te dire. Je pense que pour moi, tout est très lié. Tu l'as dit, j'ai un parcours qui est très atypique, qui est vraiment assez singulier. Mais il y a un fil rouge quand même, quelque chose qui relie toutes ces expériences. C'est la notion de création. Moi, j'ai toujours beaucoup aimé faire de la recherche en littérature, jouer sur scène ou jouer au cinéma ou écrire un roman. Monter une start-up, c'est pareil. C'est créer quelque chose, c'est prendre une émotion, une connaissance, l'analyser et derrière produire un rendu inspiré de ça. Et moi, je trouve que le fil rouge dans ma vie, c'est vraiment la création, cet amour que j'ai pour la création de choses, que ça soit une histoire, un personnage ou un produit. Et ça rejoint énormément je pense, c'est la chose qui fait le plus sens quand je regarde ce parcours-là, parce qu'évidemment, je me suis posé la question et j'avais envie moi-même de comprendre comment je peux passer d'une chose à une chose, à une chose, à une chose, en gardant évidemment une cohérence et puis aussi une légitimité. Ça, je pense que ce sera le gros sujet d'aujourd'hui. Comment on fait pour se sentir légitime dans toutes ces différentes étapes? C'est pas facile, c'est un vrai combat, mais je pense que l'amour de la création, du partage, parce qu'au final, être actrice, c'est partager, c'est donner des émotions aux autres. Être enseignante, c'est donner une connaissance aux autres. Être chef d'entreprise, c'est proposer des produits ou des services pour les autres. Donc moi, je suis tout à fait alignée avec tout ça. Et tu connais un développement incroyable sur la société de June. Comment tu l'expliques ? Je pense que c'est très lié à la proposition de valeur. Tu l'as très bien dit, on a commencé par les couches et très rapidement, on s'est développé autour des produits de soins, des produits pour la femme, des produits d'hygiène pour la femme. Donc, on a eu vraiment plusieurs cycles de développement qui sont très, très liés à la demande de nos parents. C'est qu'à chaque fois qu'on va lancer un produit,
les gens vont se dire « Ah, trop bien, bah maintenant, vous ne pouvez pas faire ça aussi ». Et cette énergie-là, cette communauté et cet engagement qui est le leur, il est très lié aux valeurs qu'on porte. Parce que moi, je n'ai pas voulu monter une marque de couches ou je n'ai pas voulu monter une marque de cosmétiques. Moi, je voulais monter une marque qui était capable de défendre les valeurs de la transparence le plus loin possible, sur le plus de produits possible et dans le plus de pays possible. Aujourd'hui, on fait presque 10% de notre chiffre d'affaires à l'étranger et ça montre que cette envie de transparence, c'est pas que franco-français, c'est vraiment une valeur universelle que de plus en plus de pays partagent. Et les gens ont juste envie de savoir où sont fabriqués leurs produits, qu'est-ce qu'il y a dedans, d'où viennent les matières premières. Moi, je suis une grande fan de Cache Investigation, mais comme plein de Français, on a envie de savoir, on a envie de regarder ces émissions, ces documentaires parfois un peu alarmistes à la télé pour comprendre d'où viennent les choses. Et on a besoin de le comprendre, pas que quand c'est un problème, on a besoin de le comprendre quand c'est aussi de belles histoires. Donc j'avais vraiment envie de casser les murs entre le manufacturing, l'industrie et le consommateur, parce que les gens ont envie de savoir. Et maintenant, on vit dans l'ère de l'information continue. Avec un tweet, on est capable de changer le monde en 60 secondes, ou de créer des conflits ou de résoudre des conflits. Donc, ça me paraissait vraiment important d'utiliser des moyens ultra digitaux pour promouvoir cette transparence sans compromis. Pour revenir à notre thématique, est-ce que tu te considères comme quelqu'un qui a de l'ambition? Et qu'est-ce que tu mets derrière l'ambition? Je pense que, alors, l'ambition, c'est un mot qui culturellement va vraiment changer d'un pays à un autre. Moi, j'en ai fait pas mal l'expérience aux États-Unis où on était toujours, les gens sont toujours à fond, sont toujours ultra motivés pour faire des tas de choses très différentes. Et là où en France, c'est vrai, c'était parfois un peu plus compliqué, notamment moi, quand j'arrive et que je monte une start-up pendant 1 an et demi dans la presse, on a parlé de moi comme cette ancienne comédienne et cette ancienne Miss, comme si c'était, voilà, j'étais dans cette case, bon, bah, elle veut sortir de sa case, bon, bah, c'est mignon, mais bon, quand même, est-ce que vraiment on est sûr qu'on a envie qu'elle sorte? Moi, je trouve que l'ambition, c'est vraiment l'honnêteté face à soi-même et le courage qu'on a envie de mettre par rapport aux choses qu'on a envie d'accomplir. L'ambition, c'est pas je veux écraser absolument tout le monde pour réussir à faire quelque chose ou pour réussir à devenir très riche, avoir beaucoup de pouvoir. Je pense que l'ambition, c'est vraiment juste une envie extrêmement forte, un espèce de feu sacré de défendre quelque chose qui nous anime vraiment personnellement. Et moi, je suis très animée par la transparence parce que je suis très animée par la vérité. C'est un truc qui me porte, quoi. Et c'est un truc qui m'a porté avant June, c'est un truc qui me portera après June. Et c'est un truc qui me porte à la fois dans l'entrepreneuriat, mais dans tous mes différents engagements associatifs, culturels. Ça fait partie de moi. Donc, je dirais l'ambition, c'est être très honnête avec soi-même. Évidemment, il faut toujours, je pense, faire fi du regard des autres et essayer chaque jour d'être juste la meilleure version de soi, la version dont on est le plus fier. Et je pense que c'est pour moi c'est ce qui me guide tous les matins. Je me lève pas en me disant je veux être la CEO de machin, je veux faire tel truc, je veux accomplir tel milestone, je veux lever tant d'argent, je veux être une licorne. Je me lève pas en me disant ça. Je me lève en me disant bah voilà, aujourd'hui je veux être meilleure que ce que j'étais hier. Très bien, merci. Christine, toi, quelle définition et comment ça résonne pour toi, l'ambition? Alors pour moi, personnellement, ça résonne plutôt, si on parle de l'ambition personnelle, comme quelque chose de péjoratif. Moi, je mets beaucoup de pudeur derrière les objectifs personnels, derrière, je parle plutôt de raison d'être ou quelle contribution au monde on peut apporter chacun de nous. L'ambition me gêne moins quand c'est du collectif ou quand c'est effectivement pour servir un projet voilà, personnellement, c'est un mot que j'emploie pas, mon ambition, je suis pas forcément à l'aise avec ce mot-là. D'accord. Et finalement, de la manière dont tu animes tes équipes chez Rio Glass, est-ce que tu les accompagnes pas non plus pour que finalement, à travers ton ambition quand même et l'ambition du groupe, vous puissiez avancer tous ensemble? Alors pour le coup, on parle plus d'ambition de l'entreprise, l'ambition du collectif au service de nos clients.
plus que de mon ambition personnelle, sachant que c'est important pour moi, je vous disais tout à l'heure, dans l'entreprise familiale, les fondateurs sont très proches de moi et ayant été investis pendant toute leur carrière, nuit et jour, j'ai la sensation parfois qu'il peut y avoir confusion d'identité entre je suis l'entreprise et qui je suis si je ne suis pas l'entreprise, quand on est fondateur, créateur. Et pour moi, c'est bien important. Enfin, c'est important et je fais attention à bien dissocier les deux. C'est pas riz ou glace c'est pas Christine qui est lésée, ça peut être riz ou glace qui est lésée. Enfin, je fais très attention à ça, parce qu'aussi au niveau de l'affect, quand on est entreprise familiale, on met beaucoup d'affect. Donc si on se sent responsable en tant que personne physique, ça affecte encore plus, déjà que ça affecte naturellement. Donc effectivement, après parler d'ambition pour le projet, pour l'entreprise, voilà, aujourd'hui on est en train d'écrire l'ambition pour les 5 ans à venir. Donc là, le mot, il est naturel. Il résonne là pour toi. Ouais. Ouais. Et qu'est-ce qui fait, à ton avis, que tu es ce que tu es devenu aujourd'hui? Parce que quand même, tu as une posture importante. Quelles sont les qualités? Alors la passion, je dirais la passion de l'amour pour l'aventure familiale, voilà, pour l'entreprise qui a été créée. Moi, je suis née juste avant l'entreprise, donc moi, j'ai été bercée dans les ateliers. J'ai passé toutes mes années, toute mon enfance. Voilà, je sortais de l'école, j'étais assise dans le bureau à côté de ma maman. Donc c'est encore plus fort, je pense, quand les fondateurs sont en couple, parce que finalement, on est avec eux tout le temps, mais dans l'entreprise. Donc il y a donc l'amour et l'attachement pour ce métier, et puis pour l'aventure humaine que ça représente aussi. Oui, bien sûr. Merci beaucoup. Et Maude, toi, qu'est-ce qui fait que tu es ce que tu es aujourd'hui? Parce que tu as quand même... Je crois que j'ai développé par le travail, parce qu'on ne peut réussir à accéder à des postes à haute responsabilité uniquement en travaillant, en enrichissant ses propres compétences. Et je crois que j'ai réussi à arriver à ce poste-là, en tout cas à ce niveau-là, par ma détermination à mener de front à la fois ma vie privée, ma vie personnelle, ma vie professionnelle. Dieu sait qu'il y a eu des périodes assez difficiles. Commander une compagnie, mettre au monde un 3e enfant, rentrer à minuit après un accident mortel, au premier sens du terme malheureusement, de la circulation, allaiter la dernière fille qui n'acceptait pas le biberon, revenir à 8h du matin sur une réunion avec le sous-préfet. Je crois qu'il fallait vraiment être déterminé pour accéder au poste suivant, pour accepter toutes ces responsabilités. Ouais. Et quelles sont les qualités que te reconnaissent les personnes avec lesquelles tu as travaillé? Alors, je crois que c'est à eux qu'il faudrait demander, mais je ne leur demande jamais. Néanmoins, je pense que je suis quelqu'un de travailleur, je suis exigeante avec moi-même. Alors le défaut, c'est peut-être d'être très exigeant aussi avec mes subordonnés. La bienveillance aussi à l'égard de mes équipes, à qui j'accorde beaucoup d'importance pour qu'ensemble, on construise un projet d'équipe et qu'ensemble, on parvienne à assurer la sécurité du territoire qui nous est confié. Merci beaucoup. Hein. Carole, à ton avis, quel pourrait être l'ennemi de l'ambition? C'est une bonne question. Je dirais que dans les premiers ennemis de l'ambition, il y a toujours soi-même. Je pars toujours du principe qu'on est toujours son plus gros adversaire, soit parce qu'on ne se fait pas assez confiance et c'est difficile quand on a une envie, quand on a une volonté, on se met beaucoup de barrières propres. Je l'ai beaucoup ressenti moi dans ma première boîte. J'avais eu cette idée pour monter un réseau social. J'en avais parlé à toutes mes copines qui avaient fait HEC, des écoles de commerce, des trucs vraiment. Moi, j'étais là avec ma petite thèse.
Et je me disais, c'est absolument pas à toi de le faire, tu serais pas du tout légitime, ça sert à rien, tu ne saurais pas faire ça, quoi. Et je me suis beaucoup dévalorisée à ce moment-là, en cherchant un peu miraculeusement des gens beaucoup plus pertinents que moi pour le faire. Et en fait, non, en fait, je pense que vraiment, il ne faut pas avoir peur d'essayer. En fait, essayer, c'est bien. Soit c'est une réussite et c'est cool, et puis soit c'est un échec et au moins on a appris quelque chose. Donc, moi, je trouve que le plus grand danger de l'ambition, c'est forcément toujours soi-même, soit parce qu'on ne se fait pas assez confiance, soit parce que, et ça c'est un autre problème, mais je pense que c'est plus un problème de valeur humaine, soit parce que les choses qu'on fait nous donne un sentiment d'accomplissement ou un sentiment d'être unique qui est assez faux. Moi, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on se dit très souvent. Chez June, aujourd'hui, on est 54. Et en fait, en tant que groupe, on est indispensable, mais en tant qu'individualité, je ne suis pas du tout irremplaçable. Et ça, c'est important de toujours garder ça sur les épaules. Si June devient une marque internationale, qu'on est présent dans tous les pays, que c'est absolument incroyable, mais je serai peut-être plus du tout le bon CEO, peut-être que je serai plus à la hauteur. Et c'est OK de se dire, je dois faire toujours le maximum par rapport à qui j'étais hier. Je dois continuer de me former, de réfléchir, d'essayer d'avancer. Et le plafond de verre, il existe pour tout le monde, il est juste à des endroits différents. Donc, je pense qu'il faut être toujours très honnête et très connecté avec soi-même. C'est pour ça, tu l'as dit, je fais pas mal de sport, mais en fait, c'est pas pour faire du sport parce que ça me fait marrer, parce que j'aime pas vraiment faire du sport. J'aime beaucoup monter à cheval, mais faire du sport dans l'absolu, c'est un truc qui me saoule. Mais ce que j'aime bien dans le sport, c'est le fait de se dire, ça me ramène à qui je suis. Ça me ramène à l'effort, la douleur, le besoin de se transcender en disant mais je sais que mais bon, je vais quand même le faire parce que c'est important de le faire. Et ça ramène à quelque chose de très honnête et ça ramène à une limitation. Et je trouve que ça, c'est important. À la fois d'être conscient que la limite existe et de toujours tout faire pour la repousser. Ouais. Et comment tu as réussi à rebondir après la fin de ta première start-up? Parce que ça devait être quand même pas simple pour toi de fermer ta première start-up. C'était pas simple et en même temps, non, je crois que c'est une des pires expériences de ma vie. Déjà parce que moi, avant, j'étais comédienne, j'étais prof à la fac. Je n'étais pas prof à la Sorbonne, j'ai fait ma thèse à la Sorbonne, mais j'étais prof à Paris 12. Et c'est vrai que quand tu montes ta boîte, alors que rien ne te prédestine à ça, les gens, quand tu la montes, te disent « Ah, bah, c'est bien ». Et puis, en fait, quand tu la liquides, te regardent avec un petit air condescendant en te disant « Oui, mais en même temps, Carole, à quoi tu t'attendais ? Enfin, tu vois, c'est pas ton métier, donc bah, c'est bien, tu as voulu tester, maintenant tu peux retourner faire les choses que tu sais faire. » Ça, c'est pas facile. Il y a plus dur que ça, hein, le moment où on rentre au bureau et j'ai 5 employés, employés et stagiaires à l'époque. Et je dois leur dire, voilà, donc malheureusement, je rentre du tribunal et j'ai dû liquider la société. Et là, c'est un moment qui est très difficile. On a un sentiment d'échec, de laisser tomber les gens qui est atroce, bien pire que la honte qu'on ressent à titre personnel. Donc, comment on rebondit de ça? Déjà, on tombe très, 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 très bas. C'est important de tomber bien bas, de vraiment... vivre son truc, de dire voilà, qu'est-ce que j'ai fait que j'aurais dû faire autrement et que j'aurais dû faire différemment. Et ça, je pense que c'est la partie la plus difficile. C'est comme les 7 étapes du deuil. Il y a un moment de déni, il y a un moment de colère et de la colère contre soi. Pendant 5-6 mois, j'ai vraiment pensé mes plaies. Je suis partie de Paris, je supportais plus de voir des gens, de voir du monde, parce que les autres, c'est un miroir. Donc, quand je vois les autres, une fois, deux fois, qui me disent « Oui, bon, Carole, c'est bon, ça va, tu as monté une société, c'est normal que ça soit planté, c'est pas ton métier. » Au bout d'un moment, c'est un peu... le miroir est un peu trop difficile, donc je me suis un peu retirée du monde et je voulais surtout pas remonter une boîte, vraiment. Je me suis dit plus jamais, plus jamais, plus jamais. Et puis, en fait, au bout de 6 mois... ouais, c'est comme toute expérience, on a appris, on a digéré, on a réussi à comprendre pourquoi ça s'est mal passé. La chose que moi j'ai compris à l'époque, et qui est très liée d'ailleurs à mes incertitudes et à mes failles en tant que femme,
J'avais un processus pour prendre des décisions qui n'était pas bon. J'étais pas bonne. Je n'arrivais pas à prendre les décisions courageuses, les décisions difficiles. Et sur ma première boîte, ça a été catastrophique parce qu'il y a un certain nombre de décisions que j'aurais dû prendre beaucoup plus vite, de manière beaucoup plus assertive. Et je n'ai pas réussi à le faire parce que je me suis auto-chargée de doutes, de oui, mais je ne sais pas, donc il faut que je pose plein de questions pour peut-être savoir un peu plus. Et à la fin, ce sera une décision imparfaite. Non, mon job en tant que CEO, en tant qu'entrepreneur, c'est prendre des décisions. Qu'elles soient bonnes ou qu'elles soient mauvaises, l'avenir nous le dira. Mais mon job, c'est de savoir prendre des décisions, les prendre relativement vite et relativement bien, ce que j'appelle des décisions éduquées. Et je pense que c'est la chose la plus importante que j'ai apprise, c'est vraiment apprendre à décider, apprendre à trancher. Et ça, c'est quelque chose à la fois dans ma vie professionnelle, mais même dans ma vie personnelle, où j'étais vraiment pas du tout au niveau. Et ça fait malheureusement, l'échec a eu cette vertu extrêmement positive de me forcer à cette introspection, de se dire mais qu'est-ce que tu ne sais pas faire? Et c'est pas en termes de compétences, est-ce que tu sais faire un Excel? Non, qu'est-ce que humainement, psychologiquement, tu ne sais pas faire et qui t'a empêché d'amener ce projet à terme? Et ça, je pense que c'est un apprentissage que je chérirai toute ma vie. Ouais. Et toi, Maude, t'as rencontré des difficultés et quelles ont été finalement pour toi, quelles sont les vertus de l'échec éventuellement? Alors, j'ai effectivement été confrontée à un événement opérationnel assez difficile. J'intervenais avec mon équipe sur un forcené qui a tiré à plus de 40 reprises sur mon dispositif que je commandais. J'ai eu un blessé dans mes rangs, un blessé physique, un blessé psychologique, et le forcené est décédé. Je me suis beaucoup interrogée sur mon dispositif opérationnel et ça m'a vraiment remise en cause sur mes compétences, en tout cas juste après l'événement. J'avoue que j'ai pensé à quitter la gendarmerie parce que j'avais vraiment un sentiment d'échec. Ma mission était à la fois de revenir avec l'ensemble de mes hommes et de veiller à ce que le forcené reprenne raison et soit interpellé sans être tué. Je crois que d'abord ce qui m'a sauvée, c'est mon mari qui était présent, qui a été particulièrement à l'écoute et qui m'a soutenue. Et je crois que ça, c'est fondamental. On ne peut pas être isolé, alors que le commandement dans une compagnie nous isole de fait, géographiquement, parce qu'on est seul à la tête de 105 hommes et femmes. Donc oui, je crois que c'est mon mari qui m'a permis de me re-questionner, et puis également mes chefs avec qui j'ai demandé un débriefing pour faire le point sur les compétences professionnelles que j'avais mises du coup lors de ce forcené. Et lorsqu'ils m'ont rassuré sur mon dispositif opérationnel, cela m'a permis de rebondir et de continuer du coup et de passer le concours de l'école de guerre juste après. Oui, c'est intéressant, ouais. Merci. Christine, vous m'avez toutes dit que ce qui était important aussi, c'est d'être accompagnée, d'avoir un mentor, que c'était important dans la vie d'avoir un mentor, un coach. Toi, comment ça s'est illustré ? Alors effectivement, je pense que c'est important d'être entouré. On parle beaucoup de solitude, que plus on monte dans la hiérarchie, plus on se sent seul. C'est vrai. Enfin, je le ressens vraiment. Moi, ce qui me fait du bien, c'est de partager avec des pairs. Le partage d'expérience, ça rappelle qu'on n'est pas seul à vivre ce qu'on vit. Et puis en fonction de l'état d'avancement de chacun, ça nous nourrit aussi, ça donne de l'inspiration. C'est pour moi une vraie respiration intellectuelle de côtoyer des pairs. Ça rassure. Pour moi c'est important effectivement. Après donc ça peut être un coach, ça peut être effectivement des pairs ou là comme on peut le voir parfois dans les échanges qu'on a dans le réseau Femmes et Challenge, moi ça m'aide également beaucoup. Oui, d'où l'importance effectivement des réseaux et de pouvoir échanger entre nous. Et toi Carole, je crois qu'aussi le mentoring est quelque chose d'important pour toi. Moi, j'ai toujours adoré mentorer, mais je pense que ça rejoint beaucoup mon profil de prof, de chercheur, parce que
les enseignants et les gens qui font de la recherche savent une chose, c'est à la fois tout ce qu'ils savent, mais surtout que la quantité des choses qu'ils savent n'est absolument rien comparé à la quantité des choses qu'ils ne savent pas encore. Donc c'est vrai que j'ai toujours grandi, mes parents en plus étant enseignants, j'ai toujours grandi dans cet univers de ce que tu sais, c'est très bien, c'est un acquis, mais en fait, il y a tellement de choses au monde que tu ne peux pas savoir et que tu ne sais pas encore, que c'est un combat qui ne s'arrête jamais. Et donc, dans cette optique-là, j'ai toujours beaucoup aimé être mentorée. J'ai le même mentor maintenant chez June depuis plus de 2 ans et demi. Quand j'étais chez Momiville, j'avais pendant 1 an et demi aussi des mentors. Et c'est extrêmement important, le ping-pong, c'est très important d'avoir quelqu'un avec qui échanger, avec qui discuter, avoir des idées. On peut très bien ne pas les suivre. Et je trouve ça très enrichissant. Moi, au quotidien, j'essaye à mon humble niveau de mentorer quelques startups. Donc, j'en prends pas beaucoup parce que je préfère le faire bien que de le faire et de ne pas le faire correctement. Mais je trouve que c'est très enrichissant parce que ça permet d'avoir un regard assez neuf et d'avoir une vraie introspection et un vrai miroir. Le métier de dirigeant, on n'en parle pas assez, mais c'est un métier qui est extrêmement solitaire parce qu'on est un peu pris en étau, on peut jamais... on a des discussions avec nos collaborateurs qui sont des discussions, mais on ne peut pas se plaindre d'un certain nombre de choses auprès de nos collaborateurs. Et puis pareil, si vous prenez l'autre côté de la pyramide, avec les investisseurs qui ont des droits, des devoirs, des enjeux. Et en fait, le maillon au milieu, celui qui fait le lien, c'est nous. Et parfois, c'est très, très, très solitaire. Donc, je suis tout à fait d'accord, avoir des pairs en qui on a confiance, c'est extrêmement important. Nous, on a la chance de voir comme investisseur Alven Capital, qui est un très, très beau fonds d'investissement français. Et on est 5-6 entrepreneurs d'Alven à se connaître très bien. On a notre groupe WhatsApp, alors qu'on est dans des domaines d'activité totalement différents. Vraiment, on ne pourrait pas avoir moins de choses en rapport les uns avec les autres. Certains font de la fintech, certains font des biens de consommation, certains font de la tech tout court, certains font du service, donc vraiment rien à voir. Et c'est extrêmement enrichissant de voir que, quel que soit le produit, on passe tous par les mêmes étapes, on a tous à un moment les mêmes problèmes. Et en fait, ce partage d'expériences collectives, je trouve, est extrêmement enrichissant parce que ça permet de voir comment les autres ont pu gérer tel ou tel problème. Là, je vous avoue que cette année, avec le Covid, ça a été extrêmement puissant d'avoir des réseaux d'entrepreneurs comme ça, parce que ça permet vraiment de se dire, quand la crise arrive et qu'on se retrouve à se dire, mais qu'est-ce qui va se passer? On ne sait pas. D'avoir des gens avec qui on peut discuter de ça. On ne peut pas dire ça à nos collaborateurs parce que ça va les angoisser, même si eux-mêmes sont déjà angoissés. Donc nous, on se doit d'être un relais de stabilité, de sécurité, de force. On va dire non, mais vous inquiétez pas, on gère le truc, alors qu'à l'intérieur, on est plein de doutes. Et le fait, en fait, d'avoir des gens un peu extérieurs comme ça, avec qui parler, avec qui échanger, c'est très, très, très... c'est immense comme valeur. Puis avec des profils aussi complémentaires. C'est vrai qu'avec Femmes et Challenge, on est toujours dans cette logique-là de partage d'expérience. Et Maude, toi, dans ton environnement, le mentoring est beaucoup développé? Le mentoring se fait parce que il se fait de fait. C'est-à-dire que moi, j'ai plusieurs mentors. Je ne sais pas d'ailleurs s'ils savent que ce sont mes mentors. Quoi qu'il en soit, ce sont des personnes de confiance avec qui j'ai des relations presque d'amitié et qui me conseillent sur mes choix de carrière, puisque tous les 3-4 ans, on doit rédiger une fiche de vœux pour demander une affectation suivante. Et donc, effectivement, je le fais. Je pense qu'on est quand même assez nombreux au sein de l'institution de la gendarmerie à aller voir, demander des conseils à nos anciens chefs ou à des personnes de confiance. Ouais. Merci beaucoup. Et Christine, quel conseil tu pourrais donner à toutes les femmes là, et tous les hommes qui participent à ce regard croisé pour les aider aussi à plus révéler leur ambition? Alors, comme le disait Carole tout à l'heure, je pense que c'est beaucoup face à soi-même, donc c'est pas non plus passer trop de temps à se regarder soi-même. C'est l'envie.
suivre ses rêves aussi. Enfin, on parle d'audace, mais on peut parler un autre mot que l'ambition pourrait être les rêves. Donc voilà, je pense qu'à un moment, il faut pas trop réfléchir, suivre ce qu'on a dans le oser, suivre ce qu'on a dans le cœur, dans les tripes, et puis se lancer. Et puis bon, Carole le disait très bien tout à l'heure, c'est effectivement, elle a eu son échec, on en a tous connu, et on grandit. C'est pas une fin en soi. Ça peut effectivement être douloureux, malheureux, mais la vie, elle doit continuer, et c'est aussi montrer, alors on parle peu de vie privée, mais c'est aussi montrer à nos enfants qu'on est résilient, et puis que l'échec serait justement d'arrêter le second échec serait d'arrêter d'entreprendre. Donc faut y aller, quoi. Faut oser. Oser, oui. Parce qu'effectivement, dans le public, il y a pas mal de pépites qui ont envie de créer leur entreprise. Et Carole, qu'est-ce que toi, tu pourrais leur donner comme conseil ? Il y a plein de conseils, il y a tellement de conseils intéressants, c'est compliqué d'en choisir qu'un. Je vous dirais, faites-vous confiance, écoutez tout ce que vous disent les gens et oubliez-en 80%. C'est important d'écouter ce que pensent les gens pour savoir ce qu'ils pensent, mais c'est important que ça ne soit pas ça qui dirige la décision que vous allez prendre. Je vous dirais aussi de parler à des gens que vous ne connaissez pas. Vos amis et votre famille traverseraient le feu pour vous. Leur avis sera toujours biaisé. Donc, si vous voulez avoir une vraie opinion sur votre produit, sur votre service, je vous conseille d'aller en ligne, d'aller dans la rue, de vous balader, de poser des questions à des gens que vous ne connaissez pas, parce qu'eux n'ont aucune vocation à déjà vous faire de la peine, ils n'ont pas non plus vocation à vous dire des choses pour vous faire plaisir. Je vous dirais de vous préparer, d'avoir un bon système de soutien. Moi, je crois beaucoup, alors c'est des discussions qu'on a souvent, surtout quand on se parle entre femmes. Moi, j'ai parfois des jeunes femmes sur Instagram qui viennent me parler en me disant, moi, j'ai envie de monter une boîte, mais là, c'est vrai que je viens d'avoir mon 3e enfant, c'est hyper difficile. J'en ai un qui est à l'école, mais le 2e pas encore, et le 3e vient de naître. Et je leur explique en toute honnêteté, la vie, c'est une question de phase. C'est pas parce que les planètes ne sont pas alignées pour faire quelque chose cette année ou l'année prochaine qu'elles ne seront jamais alignées. Et il y a en effet des moments où, une phase qui est particulièrement dense. Monter une entreprise, il faut avoir un bon système de soutien. J'ai la chance d'avoir un mari formidable. Je n'ai pas la chance d'avoir encore des enfants. Mais c'est vrai que c'est important d'avoir un conjoint qui, quand je rentre le soir à 23h, est plutôt d'empathie et dans la bienveillance, à me reprocher, entre guillemets, d'être arrivé tard. Et je sais, on fait le call de préparation et on était toutes assez alignées sur le fait que c'est important d'avoir un bon système de soutien chez soi, d'être bien entouré et d'être conscient que c'est beaucoup de boulot, c'est beaucoup de rigueur, mais en même temps, c'est énormément de joie. Moi, en 3 ans et demi chez June, je ne me suis pas levée une seule fois en ayant autre chose qu'une très, 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 très grande envie de me lever et de faire quelque chose. Et c'est un truc qui ne m'était jamais arrivé avant. Dans mes jobs précédents, il y a toujours un jour, on est fatigué, on n'a pas envie. Chez June, ça ne m'arrive jamais. Alors, ça a un effet pervers, c'est que je travaille le week-end, je travaille le soir, je travaille un peu n'importe quand parce que j'ai tout le temps envie de travailler. Je suis toujours extrêmement heureuse de prendre mon ordi et de bosser. Mais en même temps, c'est tellement réjouissant que je le conseillerais vraiment à toutes celles qui ont envie de se lancer en se disant c'est long, c'est dur, mais de toute façon, ce sera énormément de gratification et de reconnaissance, je trouve, pour soi. Ouais, très bien, merci. Maude, toi, quel conseil tu pourrais donner pour que les gens osent révéler leur ambition ? De s'entourer de bonnes personnes, de celles qui vont les accompagner, de celles qui vont les stimuler, et d'éviter effectivement toutes les personnes qui, au contraire, pourraient mettre en avant les inconvénients, les difficultés, et pourquoi pas effectivement rejoindre des réseaux qui parce qu'il n'y aura pas de concurrence entre les membres du réseau, mais au contraire, parce qu'il y aura une saine émulation entre chaque personne. Cela permet de poursuivre ses engagements et de s'enrichir d'ailleurs de nouvelles compétences, de nouvelles connaissances.
Ouais, de s'ouvrir, hein, s'ouvrir aux autres. En complément, Christine, qu'est-ce que tu pourrais apporter? Parce que l'ambition, finalement, on reste toujours mal à l'aise quand même par rapport à ce terme. C'est quand même assez étonnant quand même, hein, par rapport à cette... parce que finalement, l'ambition, c'est aussi en fait d'oser aller au-delà de ce qu'on fait, d'être plutôt dans le futur que dans le présent. Et c'est amusant en fait pourquoi en France on a cette connotation parfois qui n'est pas positive en fait. Ouais. Oui, moi je rajouterais, enfin je compléterais ce que vient de dire Maud, c'est effectivement de s'entourer. Oser s'entourer. Moi, dans ma quête de légitimité, j'ai repris mes études. Ouais. Je suis allée à Neoma, j'ai fait un objectif manager. Et finalement, je l'ai fait pour moi-même parce que j'avais besoin de me rassurer sur mes compétences, sur certains domaines. Mais suivant la taille de l'entreprise, on ne peut pas maîtriser l'ensemble des sujets. Donc, il faut effectivement accepter de s'entourer de spécialistes dans des domaines qui viennent compléter. Et c'est la compétence collective qui va faire que le projet va pouvoir arriver à son terme. Donc oser effectivement s'entourer, accepter de ne pas tout maîtriser, et puis après c'est le défi peut-être le choix des personnes, parce que effectivement c'est une science humaine inexacte. Oui, ça c'est clair, ça c'est clair. Hein. Bien, bah écoutez, peut-être, je crois que notre émission arrive à son terme. Peut-être un mot pour la fin, Maud? Oui, je pense qu'il est très important aussi de transmettre à notre tour, c'est ce qu'on fait un peu aujourd'hui par cet échange. J'ai bénéficié de précieux conseils à mon arrivée. À mon tour, je suis très attentive à la place des femmes, du coup des lieutenantes qui arrivent dans notre institution. Et je ne manque jamais une occasion d'essayer de les conseiller à mon tour pour éviter des détours et puis pour les stimuler à aller le plus loin, en tout cas là où elles souhaitent aller. Merci, hein. Merci Maud pour ce complément. Christine, un petit mot pour la fin? Moi, je rajouterais, n'oubliez jamais d'être authentique. Parce qu'effectivement, on peut imaginer que parce qu'on a telle fonction, tel poste, on n'a que des qualités, on a peu de fragilité, mais partager aussi ces fragilités, c'est pour moi important. Ça montre effectivement nos valeurs. Ce qui nous est cher, et ça permet aussi aux collaborateurs qui nous entourent d'avoir le droit à l'erreur aussi, hein, d'être acceptés tels qu'ils sont avec leurs forces et leurs fragilités. Donc soyez authentiques. Merci, oui, c'est un très beau terme. Oui. Carole, quel petit mot pour la fin? Moi, je dirais que le meilleur moyen d'avancer dans la vie, c'est de toujours être au plus proche de ses propres valeurs. Je trouve que c'est le moyen d'être le plus aligné, qu'on veuille monter une entreprise ou juste dans le cadre de son salariat. Je pense qu'il faut toujours rester au plus proche de ses valeurs, de qui on est, de qui on a envie d'être. Parce qu'à l'échelle d'une vie, je trouve que c'est le plus important, et puis c'est ce dont on se souviendra. Donc moi, je vous dirais toujours... protégez vos valeurs, portez l'effort, parce que c'est ça qui rendra le monde meilleur demain. Merci beaucoup hein, pour cet échange. Et pour poursuivre cet échange, on vous propose de tout de suite retrouver nos speakers sur le chat pour poser des questions. Malheureusement, hein, Carole, tu ne vas pas pouvoir rester. Mais Carole est tout à fait partante pour que vous puissiez lui envoyer des questions, des échanges, échanger avec elle hein, par Instagram hein, ou Twitter, et elle se fera un plaisir de vous répondre. Eh bien, poursuivons maintenant hein, par ces échanges. Un grand merci à toutes les trois hein, pour vos témoignages très inspirants et qui nous permettent vraiment de nous poser des bonnes questions. Je tiens aussi à souligner que j'ai beaucoup apprécié la sincérité et l'authenticité hein, dans vos réponses.
Et pour poursuivre cet échange, ce que je vous propose, c'est à vous tous qui nous écoutez de poster des questions et bien évidemment, Maude et Christine vont y répondre toujours avec cette même sincérité. Avant de commencer cet échange, je propose à Cécile Tovel, de vous présenter la suite du programme à l'issue de cet échange. Oui, merci beaucoup, Marielle. Donc, on va avoir la chance de pouvoir continuer après l'échange avec nos speakers présentes avec un café business. Un lien va apparaître dans le chat. Vous pourrez vous y connecter. Ce sera un moment pour partager ensemble de façon orale. Donc, vous pourrez prendre le micro puisqu'on va vous donner un lien Zoom et vous pourrez échanger entre vous en petit comité pour faire du réseau et échanger sur ce qui vient d'être dit. Voilà, et merci Marielle à toi pour les questions que tu vas poser à nos intervenants. D'ailleurs, je vous incite à continuer à poser vos questions. Je relayerai et je les partagerai aussi aux intervenantes. Voilà, Marielle. Merci, Cécile. Alors, première question de Karine. Ça, c'est une question pour Maude. En tant qu'officier de gendarmerie, quelle est votre relation avec l'autorité? Comment la vivez-vous au quotidien? Maude. Alors, j'ai envie de répondre dans le sens où l'autorité en tant qu'officier de gendarmerie est assez facile à exercer dans la mesure où, si on définit l'autorité comme la capacité à commander, l'institution, la gendarmerie est très hiérarchique, est très organisée. Et donc, le positionnement de l'officier à la tête d'une unité fait que l'autorité est naturelle, en tout cas, elle est institutionnelle. J'exerce d'ailleurs beaucoup moins l'autorité avec mes enfants qu'avec mes subordonnés. Néanmoins, il y a quand même un caractère très masculin dans l'autorité que l'on associe souvent à la virilité. Et le rapport, du coup, à la force, à l'autorité, qui fait, et c'est ce qu'on a dit, ce qu'on a évoqué, c'est le rapport à la légitimité. Comment on peut avoir de l'autorité si on n'est pas légitime à son poste. Et pour cela, je crois qu'il faut faire preuve de compétences techniques. Je pense que c'est un préalable important. Il faut travailler et avoir de l'exigence pour, au-delà du coup de l'autorité institutionnelle, complétée par son autorité naturelle. Merci, merci Maud. Pour aller plus loin, j'ai une question de Robin. Quel conseil pourriez-vous donner à quelqu'un qui n'ose pas se lancer? Christine, qu'est-ce que tu pourrais lui donner comme conseil? Alors, on l'a dit à plusieurs reprises dans l'émission, c'est effectivement pas trop se poser de questions et puis challenger son projet avec des tiers. Alors, pas forcément, comme le disait Carole, avec sa famille qui peut avoir peur de nous blesser, mais avec des banquiers, des partenaires financiers, avec des prospects de futurs clients. Et il faut effectivement ne pas hésiter à challenger le projet. Et puis, à un moment, arrêter de se poser des questions si on sent que dans nos tripes, qu'on a envie d'y aller, il faut y aller. Ouais. Merci beaucoup. Il y a Stéphanie qui pose une question. D'ailleurs, c'est valable pour toutes les deux. Comment oser se lancer quand on est maman solo? Et quels conseils vous pourriez me donner? C'est une très très bonne question parce que maman solo, c'est forcément des problématiques de disponibilité qui sont très importantes et qui peuvent, sur un moment de la carrière qui peut être décisif, impacter du coup ses choix. L'idéal, c'est d'avoir du coup une organisation à toute épreuve et avoir un lot de babysitters, jeunes filles au père, familles à proximité qui puissent prendre le relais pour assurer sa propre mission. C'est une question que je m'étais posée lorsque j'ai passé le concours de l'école de guerre, puisque je venais d'avoir mon troisième enfant. Et vraiment, mon objectif, c'était qu'est-ce que je veux faire dans 10 ou 20 ans quand mes enfants seront grands?
Je crois que la période de la maternité, aussi agréable qu'elle soit, est à un temps assez contraint. Et il ne faut pas avoir une vision uniquement à court terme, mais plutôt une vision à long terme. Et qu'est-ce que je voudrais faire à 50 ans quand les enfants seront partis? Et est-ce que je dois donner un coup de fouet aujourd'hui ou un peu plus tard? Et donc étaler un peu les prises de position, les prises de responsabilité. Mais l'idéal et l'essentiel, c'est de pouvoir demander de l'aide. Ouais, je compléterai, je me permets de compléter parce que je suis maman solo avec 3 enfants. Effectivement, c'est de s'entourer. Moi, je fais appel à des jeunes filles au pair qui vivent à la maison et ce depuis des années. Aujourd'hui, mes enfants ont 16, 14 et 12 ans bientôt. Et effectivement, on pourrait se dire qu'une jeune fille au pair n'a plus son utilité vu l'âge de mes enfants, mais je leur dis au quotidien que c'est pour moi une sérénité. C'est que le soir, je ne me mets pas en danger sur la route parce qu'ils vont être à droite, à gauche. S'ils sont malades, ils peuvent rester au chaud et je n'ai pas à gérer. Il faut effectivement être bien entouré, alors que ce soit avec des tiers ou la famille, mais il faut effectivement avoir mis en place une organisation qui permette de nous libérer l'esprit quand on est dans l'action de notre quotidien, parce que sinon on est pollué par des sujets d'intendance, des sujets du quotidien liés aux enfants et ça peut être difficile à gérer en fait. Est-ce que tu as eu l'impression que pour tes enfants, c'était un souci ou finalement ils considèrent comme normal alors, si je leur pose la question, ils expriment effectivement qu'ils aimeraient que je sois plus à la maison, que je sois plus avec eux. Je dirais que la période de confinement, surtout le premier confinement, a permis qu'ils aient maman sur le dos beaucoup plus et finalement qu'ils disent c'est pas mal quand tu es au travail. Non, je dirais que pour avoir pris un congé parental quand ils étaient tout petits, on ne fait jamais parfaitement. J'étais en congé parental et mes enfants voulaient aller à la cantine le midi. Donc, je leur disais, mais non, maman, elle est là, je peux m'occuper de toi. Ben non, je veux manger avec les copains à la cantine. Donc, je dirais que quelle que soit notre situation et notre engagement, notre rythme de travail, ils trouveront toujours à redire. Donc, c'est plus qu'est-ce qu'on leur apporte, c'est qu'est-ce qu'on leur apporte dans les valeurs qui est important finalement. Et ça, je l'ai retenu notamment d'une réunion Femmes et Challenge où finalement, c'est du sacrifice parce qu'on a peu de temps avec eux. Donc, après, faisons en sorte que le temps soit qualité. Le temps qu'on passe avec eux, ça ne soit pas du repassage, parce que ça, il faut imaginer pouvoir le déléguer pour que quand on est avec eux, on soit sur des choses plus de qualité. Mais c'est finalement leur montrer que si on est une femme, on peut entreprendre et puis on leur donne une valeur travail importante, on donne d'autres messages que celui d'une présence au quotidien plus grande. Ouais. Merci Christine pour cette réponse. J'ai une question de Tatiana. Avez-vous une personne qui vous a inspiré, soit dans votre environnement personnel, familial, dans votre environnement, et qui vous a permis d'avancer? Alors, qui vous a apporté en fait? Moi, c'est clairement mon père, qui est officier dans l'armée de terre, et qui m'a toujours soutenue dans mes choix. Et au-delà du soutien qu'il a pu m'accorder, il a surtout transmis les bons messages qui permettaient de faire les choix judicieux en termes de carrière. Donc, au-delà du soutien affectif, familial, j'ai eu un soutien technique, en tout cas, qui m'a permis d'avoir les compétences bien orientées, en tout cas sur ce que je voulais faire. Et quand on parlait de mentor tout à l'heure, je crois qu'en fait, c'était mon premier mentor et celui qui m'a inspiré par les longues discussions au repas de famille sur sa propre carrière et du coup, sur ce qu'il a pu me transmettre. Ouais. Super, merci. Christine? Moi, je dirais que pour partie, effectivement, dans les bases les plus lointaines, c'est mes parents qui avaient un engagement fort pour le projet familial. Cependant, je dirais que, me concernant, c'est suivant les étapes dans lesquelles je suis, en fait. Je vais
je fais beaucoup de partage d'expérience avec des pairs et suivant les sujets, suivant l'inspiration va m'apporter une personne ou une autre. Ça peut être différentes personnes, différents profils. D'ailleurs, en prolongement, j'ai une question de Louis. Comment prendre contact avec un mentor concrètement? Est-ce que c'est sur LinkedIn? Est-ce que c'est le hasard de la vie? Est-ce que vous provoquez ces réponses? Est-ce que vous intégrez des réseaux? C'est les réseaux. Enfin, pour ma part, c'est les réseaux. Et aussi ne pas avoir de frein par rapport à son besoin. Quand effectivement on a une difficulté ou besoin d'avoir un éclairage sur un sujet, faut en parler. Et effectivement, c'est en parlant que un tel connaît un tel qui a vécu la même situation pour moi, essentiellement le réseau. Et la question de Louis, c'est concrètement comment tu prends contact avec ces gens-là? Comment tu oses finalement aller vers ces gens-là? Alors c'est en participant, comme là, le réseau Femmes Challenge, dans un club APM. On fait partie, nous, Rio Glace, de l'accélérateur ETI de BPI France. Donc là, on est un groupe d'entreprises françaises et on occupe tous les mêmes fonctions. Donc c'est aussi plus facile. En adhérant à des associations, organismes où on peut trouver des personnes qui sont dans la même situation que nous. Merci. Et Maude, toi, dans ton domaine? Je pense que je n'utiliserai vraiment pas LinkedIn pour choisir un mentor. Non pas qu'il n'y ait pas de compétences et de personnes de qualité, mais parce que je crois qu'il faut choisir une personne de confiance avec laquelle on souhaite établir un lien sur plusieurs années ou plusieurs décennies, de façon à s'assurer qu'on a des valeurs qui sont partagées et que cette personne va nous conseiller utilement sur la carrière. Donc oui, j'éviterai, ou alors vraiment, sauf à avoir le premier contact pour avoir plusieurs échanges. Mais je pense que la qualité du mentor, c'est la qualité du lien de confiance qui peut s'établir avec lui, peut-être avant d'être mentor. Merci beaucoup. Je vais revenir sur l'ambition et les doutes. J'ai une question de Pauline. Est-ce que, à votre avis, les doutes permettent d'avancer? Si les doutes permettent d'avancer, alors c'est parce qu'on fait preuve d'humilité. Je pense que l'un des critères que tout chef doit avoir, tout manager, c'est effectivement l'humilité. Néanmoins, il ne faut pas confondre les doutes avec un problème de confiance en soi qui est naturel et qui doit être dépassé pour pouvoir avancer. Et pour permettre du coup de transformer ses doutes ou son problème de confiance en soi en humilité et en ambition, je pense que là pour le coup il faut aussi se faire aider par un mentor, par le réseau pour éviter de partir tête baissée dans un projet, mais bien de le faire en connaissance de cause. Et pour rebondir aussi sur l'ambition, merci. Il y a une question d'Amélie. L'ambition est-elle possible pour tous? Christine, qu'est-ce que toi tu dirais? Je dirais qu'on a tous de l'ambition. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, j'aime pas trop le mot, mais on a tous des envies, des rêves, des projets, alors que ça soit professionnel, personnel, fonder une famille, peut-être, on pourrait dire une ambition. Je pense qu'on a tous à différents niveaux. C'est peut-être pas de contribuer et de créer de la valeur au niveau national. C'est peut-être pas à tous cette ambition, mais je pense que tous, quel que soit notre niveau dans la société, je pense qu'on peut tous prétendre à avoir des projets, des souhaits, des rêves. Je pense que c'est pas lié au statut. Et Maude, comment tu compléterais? Je pense qu'on peut tous avoir de l'ambition. L'un des freins pourrait être la période de la maternité qui nous repositionne, en tout cas qui peut véritablement décélérer son ambition son ambition professionnelle pour le coup, et comme disait Christine, peut-être du coup mettre en avant l'ambition familiale. Mais effectivement, dans des carrières de femmes, je trouve que la période de la maternité est un point très important, un point de vigilance pour les managers, parce qu'on peut avoir des femmes qui décrochent. Que je peux compléter avec une petite question qui a été posée
sur le chat, justement d'une personne qui prépare le concours universitaire d'entrée à l'EOGN. Mes questions donc s'adressent à vous, à toi Maud. Pourrais-tu revenir sur la préférence de féminiser les grades et concernant la conciliation vie privée et vie professionnelle dont tu parles un petit peu là, quelle prise de conscience de l'institution, quelle proportion de congés paternité ou parentaux pour les pères et quelle vision des femmes célibataires dans cette institution encore traditionnelle avec mariage et enfants? Voilà. Question très complète. Si tu veux que je repose une partie, tu me dis. Alors, elle est large. Donc, la première question, c'est sur la féminisation des grades. J'y suis très favorable et je ne l'y étais pas en rentrant en gendarmerie. Je ne l'étais pas, d'une part parce que je venais de l'armée de terre, avec du coup un passé familial de l'armée de terre, où le signe de l'intégration, c'est celui de la neutralité, et donc on rentre dans le grade masculin. Et puis, au fur et à mesure de ma carrière, l'idée a fait son chemin. Je crois qu'aujourd'hui, justement parce qu'on a une institution qui est très favorable à l'ouverture sur la femme, alors que c'est un métier de tradition masculine, on parlait tout à l'heure de l'autorité qui est assez représentative de la virilité. Je crois qu'aujourd'hui, on a une institution qui a fait du coup une modification, les femmes sont de plus en plus nombreuses, on a des politiques publiques pro-femmes qui permettent du coup d'accéder à des postes de responsabilité. Nous sommes à, je crois aujourd'hui, 5 femmes générales, ce qui commence vraiment à compter de façon très positive. Je crois donc que c'est plus facile pour moi aujourd'hui de me faire appeler lieutenant-colonel que mes prédécesseurs il y a quelque temps. Je crois que donc maintenant je me fais appeler par le grade au féminin parce que je pense que au contraire de ce que je pensais avant, c'est en me faisant appeler lieutenant-colonel qu'on accepte mon statut féminin. Il y a une tradition dans l'armée de terre de dire dans l'armée il n'y a pas d'hommes, il n'y a pas de femmes, il n'y a que des militaires. Ben, je crois au contraire qu'il y a des hommes, il y a des femmes, que chacun apporte ses compétences, qu'elles soient individuelles ou genrées, je pense qu'elles sont plutôt individuelles. Et donc, la maîtresse de mes enfants, l'institutrice de mes enfants, il l'appelle pas maître, il l'appelle maîtresse, et c'est normal. Et donc, je crois que si tout le monde m'appelle lieutenant-colonel, et ben, au fur et à mesure, les personnes qui m'appelleront lieutenant-colonel, ça deviendra très choquant, et non plus l'inverse. Et du coup, ça rentrera dans les mœurs, et notre position sera beaucoup plus naturelle et appellera moins de questions. Pour revenir donc sur cette candidate OG universitaire, il faut vraiment qu'elle se rapproche de Femmes et Challenge pour avoir mes coordonnées et qu'on discute ensemble pour que je puisse donner les bons conseils pour réussir dans cette... moi, je trouve que la gendarmerie est passionnante, on a des missions exaltantes et je recommande à toutes celles qui sont volontaires. Merci. Merci Maud. C'est extra de proposer effectivement d'aller plus loin, ça c'est toujours... extra de proposer ça. Il y a une autre question de Olivier. Est-ce que pour vous, l'ambition peut être un synonyme de sacrifice dans votre vie professionnelle et personnelle? Est-ce que dans un couple, on fait des sacrifices ou est-ce que les conciliants ou... Ouais, je pense qu'il faut pas que ce soit des sacrifices, il faut que ce soit des compromis. Et je le disais tout à l'heure, je reviens sur la période de la maternité qui est assez exigeante en termes de disponibilité. Il faut savoir faire des compromis, être à 100%, et c'est ce que tu disais Christine, quand on est avec nos enfants, notre famille, et à 100% quand on est dans la famille, au travail, pardon. Et pour cela, il faut être très organisé. Et je crois que c'est une des compétences que l'on peut acquérir en tant que femme, en tant que parent, lorsque du coup on est donc sur la parentalité, et ce sont des compétences qui sont favorables évidemment et qui servent notre travail. Super. Cécile, as-tu une autre question? Moi j'en ai une de Linda, non? L'ambition est-elle une clé pour la réussite de tout projet? Je sais que vous adorez le terme ambition. Il faut avoir un but. Alors qu'on l'appelle ambition, but, il faut avoir un objectif. Si effectivement, il n'y a pas un objectif de défini, on n'est pas près de l'atteindre. Donc, effectivement, il faut avoir formalisé quelque chose. La manière dont on y va n'est pas toujours
très clair, mais au moins avoir la vision de l'objectif qu'on souhaite atteindre. Ouais. Ouais. Maude? Oui, l'ambition collective est nécessaire pour réussir ensemble. C'est pouvoir formaliser un esprit d'équipe, essayer d'aller tous dans le même sens. Donc, évidemment, oui, je pense que c'est une des clés de la réussite du projet. Ouais. D'ailleurs, pour rebondir sur l'ambition et plus collective, j'ai une question de Louis. Comment faire pour partager cette ambition avec vos collaborateurs, notamment dans la prise de risque, dans la prise de décision? Comment faites-vous? Alors, est-ce que c'est la valeur de l'exemple sur nos propres prises de risque, nos propres engagements, notre propre travail, l'exigence qui nous est tout d'abord adressée? Je pense que il faut aussi savoir être punchy, savoir dans la prise de parole, pouvoir être entraînant, être motivant. Et pour ça, il faut déjà être motivé soi-même. Et donc, oui, la valeur d'exemple, je pense que c'est une des clés pour le coup. Ouais. Christine, pour toi, parce que tu en avais déjà parlé là tout à l'heure, comment est-ce que tu accompagnes finalement tes équipes pour que justement l'ambition puisse être partagée par tes collaborateurs? C'est un exercice qu'on est en train de faire de manière formelle, qui a été mené depuis 40 ans, notamment par mon papa, mais de manière informelle, parce que la stratégie n'a jamais été formalisée. On n'a jamais mis sur un papier la stratégie et celle-ci. Et aujourd'hui, moi, c'est le travail que je suis en train de faire avec l'équipe, c'est de formaliser notre ambition pour les 5 ans à venir. Mais c'est un réel exercice parce qu'après cette ambition, ce projet collectif, on va le décliner en plan d'action dans les différents niveaux de l'entreprise pour générer l'adhésion et puis le partage de cette ambition à tous les niveaux de l'entreprise. Mais c'est un exercice, un travail long qu'il faut faire de manière collective. Il faut s'assurer qu'on est bien tous alignés parce qu'effectivement, s'il n'y a pas alignement vers cette ambition, ça sera plus difficile de l'atteindre. Et dans notre cas, ça n'avait jamais été fait depuis 40 ans. Sauf qu'aujourd'hui, notre taille nécessite que ce soit formalisé, structuré, que la démarche soit... Et quel est le ressenti des collaborateurs par rapport à ça? C'est bienvenu. Nouvelle démarche. La démarche est la bienvenue et dans notre organisation, on fait beaucoup d'ateliers, groupes de travail et du coup, ils sont intéressés à participer, à mettre leurs briques en fait à l'édifice, parce qu'effectivement, on leur donne la parole aussi. Donc, c'est accueilli avec bras ouverts, si je peux prendre le Tina. Merci. Cécile, as-tu une autre question? Il y a quelques questions qui n'ont pas été posées, mais comme je vois l'heure, peut-être que ce que je vous propose, c'est de poursuivre dans le Zoom pour pouvoir... Qu'est-ce que tu en penses, Marielle? Oui, absolument. Donc, en fait, là, on va mettre le lien Zoom, c'est ça pour, Oui, tout à fait. Comme ça, donc dans le lien Zoom, alors je ne suis pas sûre que, je ne sais pas si Maud et Christine pourront poursuivre, mais parce que je sais qu'elles sont... je suis dans ma voiture, je suis attendue en réunion, je suis dans ma voiture. Mais, voilà, je ne pourrais pas poursuivre, mais... En tous les cas, un grand merci à vous, Maud et Christine, parce que là, encore une fois, vous êtes rendus disponibles pour encore échanger avec nous tous et vraiment, on apprécie beaucoup et c'est vraiment important d'avoir des gens impliqués comme vous au sein de notre réseau Femmes & Challenge. Je vais laisser Cécile conclure et pour ouvrir, moi, l'autre classe Zoom pour vous retrouver pour le Café Business. Merci, Marielle. À bientôt. Allez, à bientôt.
Merci beaucoup Marielle et merci encore Maud et Christine pour ces réponses en toute transparence. Ça a été très apprécié dans le chat. On a eu des commentaires très positifs des personnes qui ont pu participer. Donc merci encore. Et puis pour celles qui peuvent, alors Christine malheureusement non. Maud, je ne sais pas si tu avais prévu de rester. Mais en tout cas, voilà, le but c'est d'échanger de vive voix puisque là aujourd'hui sur Facebook Live, ça n'avait pas été possible. On a pu, Marielle et moi, relayer vos questions, mais n'hésitez pas pour qu'on échange entre nous. J'avais vu que la question des mentors a été une question souvent posée, la question des doutes, elle est revenue plusieurs fois. Voilà, l'occasion se présente maintenant pour qu'on puisse échanger sur le lien Zoom qui apparaît sur le chat Femmes & Challenge. Donc, je vous propose de raccrocher cette partie-là et puis de nous connecter ensemble sur l'autre partie. Merci encore, Christine et Maud. Merci Cécile, à bientôt Maud. Au revoir.